Si le Front National ne se viande pas maintenant, ils peuvent arriver au pouvoir lors d'une présidentielle. Ils peuvent faire des référendums. Et ça, pour le coup, c'est ce que Macron veut éviter à tout prix. Il y a une obsession très particulière de Macron vis-à-vis du Rassemblement National. Qu'est-ce qui vient de tomber à travers la Macronie, là? Des seconds couteaux du Parti Socialiste? Une partie de l'énarchie de droite qui est bien planquée encore derrière la Macronie? Et quelques gagnants au loto? Ça l'empêchera pas de dormir. Pour lui, ce qui compte, c'est que le système reste. Lui, il veut avoir une carrière après l'Élysée. Il est suicidaire, mais pas pour lui-même. Faut pas oublier une chose, gagner l'élection est une chose, sauver le pays en est une autre. Macron recule, mais le système qui l'a créé ne recule pas. Pierre Rougeron, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau chez Front Populaire. Ça y est, le premier tour des législatives a eu lieu. Enfin. À date de cet enregistrement, nous sommes le 1er juillet. Nous étions dimanche hier, le 30 juillet. On va analyser ça ensemble. Évidemment, pas vraiment de coup de théâtre, mais on va en parler. Moi, je voulais commencer par parler de la Macronie, finalement, parce que, bon, évidemment, j'ai, comme beaucoup de journalistes, regardé un peu les commentaires ici et là, et ce qui ressort en première instance, c'est mort clinique du macronisme. On avait parlé ensemble la dernière fois de quels étaient les objectifs de Macron, est-ce qu'il faisait ça pour essayer de récupérer des députés? Il pouvait potentiellement essayer de passer de 250 à 290 en disant la gauche n'aura jamais le temps de s'unir, aux européennes ils étaient dispersés, ils sont en conflit sur le conflit israélo-palestinien, etc. Et alors là, les projections le donnent à moins 150 députés. Est-ce qu'on est aujourd'hui 1er juillet, on peut dater la mort de la Macronie en France? Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la Macronie. Moi, je vous ai jamais dit qu'il gagnerait de députés. Je suis à peu près persuadé que je vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit, il n'a pas fait ça comme une hache qui démanche. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à se mettre dans son optique à lui. Il est indifférent à ses hommes. Aujourd'hui, on sait que même le brave Bruno Le Maire, qui pourtant a été un épagneul breton en termes de fidélité à toutes les bêtises de son patron, n'a quasiment pas été prévenu. Et d'ailleurs, son avenir est, on ne peut plus hypothéquer, hein, parce que en collection blanche ou à la bibliothèque rose, il doit avoir quand même déjà des bouches à nourrir. Donc, que va-t-il devenir, hein, non pas que ça m'empêche de dormir, mais Macron est indifférent aussi, hein, totalement. Il avait prévenu le strict minimum. Ce n'est pas sauver sa majorité parlementaire qu'il a voulu faire. Il avait un moyen très simple de la sauver. Rien faire. Il pouvait peut-être se dire, j'arrive pas à passer mes dossiers, on n'a pas la majorité absolue. Quel dossier a-t-il eu du mal à passer? Oui, il a passé que des 49.3 ou avec des... Non, mais quel dossier a-t-il eu du mal à passer? Aucun. Aucun de ses textes n'a été retoqué. Reprenons le fil d'un texte. D'accord? Un texte est d'abord préparé par le Conseil d'État. Nous sommes d'accord? Le Conseil d'État, il est quoi? Macroniste. Souvent, ce texte est une application des donneurs d'ordre, donc de Bruxelles, Francfort, Berlin. Okay, bon. Mais n'importe quel texte passe par le Conseil d'État, loyal à Macron. Ensuite, il passe en chambre basse. Il fait la navette parlementaire, chambre basse, chambre haute. Chambre haute, pro-macroniste. Larcher s'est déjà largement épanché là-dessus. Et le personnage, quand il s'épanche, ne s'épanche pas à moitié. Ensuite, on passe au Conseil constitutionnel, macroniste. Et ensuite, à l'administration, que Macron a épuré pour y mettre ses camarades de promo, nous sommes d'accord. Ça lui a été suffisamment reproché. L'administration qui lui est loyale. Ça s'est vu, entre autres, pendant le confinement et pendant la répression des Gilets jaunes. Il suffisait qu'il ne fasse rien. C'est pas pour sauver ses députés qu'il a fait ça. Il a fait ça pourquoi? Parce que lui est dans une optique de terre brûlée par rapport aux siens, mais la seule chose dans laquelle il croit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la minute où on a su le score du Rassemblement National, vous avez eu des articles foireux qui ont été publiés dans la presse d'un seul coup sur quoi? Sur le Brexit.
C'était drôle, c'est drôle. Vous les avez vus passer? Non, j'ai pas vu ça. Non. Regardez-les. Vous avez vu, il était urgent de faire passer quelque chose sur le Brexit. Alors que les législatives en Grande-Bretagne, on a encore un tout petit peu de temps. Et le problème, c'est que la réalité anglaise n'est pas tout à fait celle qu'on dit. La seule chose, c'est que la peur de Macron, c'est que si le Front National ne se viande pas maintenant, ils peuvent arriver au pouvoir lors d'une présidentielle. Ils peuvent faire des référendums. Et ça, pour le coup, c'est ce que Macron veut éviter à tout prix. Donc c'était l'hypothèse dont on avait parlé la dernière fois aussi, c'est cramer le Rassemblement National avant qu'ils arrivent potentiellement au pouvoir en 2027. Je pense qu'il a ça dans la tête. Il a ça dans la tête, et d'ailleurs, vous rappelez-vous de comment, j'écorche toujours le nom de ce journaliste qui connaît très bien Macron, Marc... Endelvey. Voilà. Le mec de Mediapart. Il le dit lui-même, il y a une obsession très particulière de Macron vis-à-vis du Rassemblement National. Or, pour une raison qui est très simple, c'est son seul fond idéologique. Or, tout le reste, c'est de la garniture autour, comme la garniture d'une salade faisandée. Qu'est-ce qui vient de tomber à travers la Macronie, là? C'est quoi les députés qui vont être virés? Des seconds couteaux du Parti Socialiste? Une partie de l'énarchie de droite qui est bien planquée encore derrière la Macronie? Et quelques gagnants au loto? Je vous rappelle que c'est ça le sociogramme d'En Marche, devenu Renaissance. Ça l'empêchera pas de dormir. C'est pas ça le problème. Pour lui, ce qui compte, c'est que le système reste. Il fera pas sa succession, il leur laissera des cendres en héritage, mais que la réalité, c'est-à-dire que la France est un pays qui ne s'appartient plus, ne soit pas remise en cause. C'est la seule chose de solide dans son idéologie. Ce qui est normal, hein, c'est un homme qui a été toute sa vie le fondé de pouvoir de quelqu'un. Vous revoyez sa carrière. Et là, il est le fondé de pouvoir d'eux. Il n'entend pas que ce système-là change. Déjà parce que lui, il veut avoir une carrière après l'Élysée. Il est suicidaire, mais pas pour lui-même. Moi, les gens qui le psychologisent oublient que pendant tous les Gilets jaunes, vous aviez un hélicoptère prêt à partir dans la cour de l'Élysée. Non, ce n'est pas Ceausescu. On aimerait que ce soit réellement Néron. Mais non, Néron, ça avait plus de gueule que ça. Là, on est juste face à un fondé de pouvoir étranger, pétochard, qui se déguise en looping de l'agence touriste pour sortir dans la rue, Ça, j'ai vu. et qui avant tout a peur du prolo, parce que pour lui, le prolo va mettre en l'air le monde liquide et mondialiste dans lequel il a été élevé, qu'il vous recrache, alors que c'est des polycopiés de Sciences Po des années 90, hein, mais qui est son seul monde symbolique et la seule chose à laquelle il croit. Tout le reste, c'est de la quantité négligeable. Alors, que son caractère impulsif, je reviens à ce que je vous disais, le fasse envoyer ses propres lieutenants au carton, il l'a toujours fait. Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé au seul homme qui lui a jamais voulu du bien, qui était Gérard Collomb, qui le prévient des mois à l'avance de la naissance du mouvement des Gilets jaunes, qui lui dit quelque chose, des forces se liguent contre toi. Pourquoi? Parce que lui, ça fait 30 ans qu'il est maire de Lyon. Il contrôle toute la région. Il voit que les prolos sont en train de s'organiser. Eh bien, pour être remercié d'avoir prévenu son patron de la plus grande insurrection depuis 68, Macron va le détruire. Et Collomb va le savoir dès le début. Il le dira lui-même. C'est pour ça qu'il termine par cette phrase « côte à côte, face à face ». Macron, il tient encore le lourd du système, il est prêt à sacrifier comme on sacrifie une pièce aux échecs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ça change rien ce qui se passe? Parce que attention, tous les gens parlent d'élections historiques, etc. Non, on a l'impression que non. Il faut revenir parfois aux chiffres. On est d'accord que nous sommes dans une participation qui est un peu au-dessous de 70%, qui est une très bonne participation, mais qui est, je vous le rappelle, dans des étiages tout à fait comparables aux élections législatives des années 90. Oui, c'est vrai. Et qui est dans une élection qui a des airs d'élection décorrélées d'une présidentielle, ce qu'elle est. Je vous rappelle que l'effondrement des législatives va avec le calendrier électoral. C'est-à-dire que quand on a corrélé la législative à la présidentielle, on a détruit l'élection législative.
Là, comme cette élection-là ressuscitait l'élection législative, d'un seul coup, vous avez eu un pic de participation. Je ne dis pas que c'est inopérant, hein. Il y a des tas de choses qui sont positives. Déjà, une partie de certains projets avant-gardistes de Macron en termes de destruction de la France vont prendre un grand coup de délai. Je dis juste que Macron recule, mais le système qui l'a créé ne recule pas. Pendant qu'on règle cette affaire de législative, le système communautaire s'est remasterisé après l'élection européenne. Comme nous l'avions dit, le pire est maintenu, voire même amplifié, parce qu'il faut voir maintenant ce qui va sortir aux affaires extérieures, plus le demi-dingue qu'on a mis à l'OTAN. À titre personnel, ça m'inquiète plus que le reste. Or, pendant ce temps-là, Macron, lui, fait de la mousse. Une partie de ce qu'il veut en termes, par exemple, mobilisation ukrainienne, Conseil de sécurité de l'ONU, changement de nos doctrines de force de frappe, porte, je pense, vient de prendre un sacré coup en termes de délai. Et c'est rien que pour ça, cette élection est importante. Parce que dans la volonté de détruire la France, Macron va devoir marquer le pas. La seule chose, c'est que je pense que ou alors il a complètement perdu les pédales, mais à titre personnel, rien ne me permet de le dire, parce qu'il est dingue, mais je dirais pas plus que d'habitude. Hein. Je l'ai déjà dit ici, il est erratique et déviant, mais pas stupide. Or, si nous regardons la situation froidement, son bloc sociologique tient encore, ils font 20, les Républicains, qui font 7, pardon. Ouais, et puis avec les divers droites, ça fait 10. Voilà. Donc, il peut compter sur toujours les 30%, parce qu'on est d'accord que c'est les Républicains anti-Ciotti, donc c'est pas ceux du Rassemblement National. Plus l'électorat macroniste radicalisé qui est reparti à gauche. Donc en réalité, vous êtes en face de la majorité, ce que j'appellerais la majorité Philippe Attal, c'est-à-dire le macronisme de droite, enfin, ou de centre-droit. Macron, jusqu'à Xavier Bertrand, l'homme à la parka rouge et Larcher. C'est-à-dire, grosso modo, l'euromondialisme parfumé couleur lilas de droite. Pour refaire le grand gouvernement central, ils ont besoin d'au moins la moitié du nouveau front populaire. Ça, c'est ce qui est en train de se jouer maintenant. La moitié hors LFI, du coup. Hein, évidemment, la moitié hors LFI, tant Macron que LFI n'aura pas été purgé de l'élément Mélenchon. Ça, je le maintiens, et je pense que beaucoup commencent à se poser la question, et d'ailleurs, vous le voyez bien, comme Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le sent aussi, pourquoi il a besoin de 20h, 20h01, Mélenchon parle. Au nom de tout le monde, d'ailleurs. Au nom de tout le monde. Tout simplement parce qu'il sait très bien que cette mécanique à laquelle il doit participer pour faire croire que la LFI, comme la grenouille qui se fait bœuf, est plus grosse que ce qu'elle est, peut se retourner contre lui. Parce que lui, il a vécu la destruction par Mitterrand, qui a été son maître en politique, du Parti communiste. Donc il sait très bien qu'il est l'homme à abattre, il n'est pas stupide. C'est pour ça qu'il se maintient en permanence. Peuple de gauche, je suis là. C'est pas uniquement son côté petit père des peuples, c'est qu'il sait qu'il est en danger, Mélenchon, à terme, pas maintenant, mais à terme. Or, le grand gouvernement central a besoin de cet électorat-là. Glucksmann, lui, il est comme tout xénocrate professionnel, ce qu'il est. Il est mieux à Bruxelles, il le dit lui-même d'ailleurs. Donc la seule chose, c'est qu'il va falloir quelqu'un pour prendre la place de Mélenchon. Ça, c'est ce qui va se décider dans les 2 ans qui vont jusqu'à la présidentielle. Et c'est pour ça que Mélenchon est intraitable. Parce qu'il sait qu'il a une chance de se maintenir, mais qu'il le devra uniquement à lui-même. Parce qu'il y a quelque chose entre cet homme-là et l'électorat de gauche, quoi qu'on en pense. Mais là, comme de toute façon, il était contraint d'aller dans le nouveau Front populaire, parce qu'il fallait bien qu'il reprenne la main contre Glucksmann après, et contre les Glucksmanniens après
Les européennes. les européennes. Comme il avait besoin de noyer les séditions internes, Garrido, tous ces gens-là. Alors ça n'a pas totalement marché, mais au moins elle est cuite et il en reste quelques-uns. Et comme il avait besoin de noyer la LFI sous une nouvelle entité, ce que je vous avais dit, Nouveau Front Populaire, c'est ça. Ça, c'est un tour de passe-passe que Mélenchon fait à intervalles réguliers, hein, vous inquiétez pas. Il l'a fait toute sa carrière. Et il sait très bien le faire. Le souci, c'est qu'il n'a plus d'héritier. Quatennens out, donc il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et les couteaux s'aiguisent parce que... Ou alors Mélenchon y va pour la énième fois. Il a beaucoup Bompard là autour de lui en ce moment. Bompard est-il présidentiable? Mélenchon peut-il en faire un présidentiable? Voilà. Puis la loyauté de Bompard, titre personnel, je ne parierais pas mes parties ni vitales ni reproductives sur la question. Donc, si vous voulez, c'est un vrai panier de crabes aujourd'hui autour de Mélenchon. Justement, même hier soir, on regardait, je crois que c'était sur France 2, il y avait Bompard, dès qu'il fait son allocution, il y a Bompard à sa droite et Rima Hassan, en kéfier palestinien, à sa gauche. Bien sûr. Et c'est quoi le projet? Le projet est assez encore simple. Un peu d'essence Le projet est assez simple. Je fais monter la tension. Je dois mettre le peuple de gauche dans une incandescence antifasciste déjà pour cacher deux choses. Je vais encore une fois les trahir en appelant à soutenir le grand gouvernement central contre le Rassemblement national. Ah bah oui, Oui, bah, il fait quoi chaque fois, oui, bien sûr. C'est ces hommes qui se désistent. Beaucoup de députés Renaissance ne se désisteront pas. Parce que les députés Renaissance, ils ont hitlérisé Mélenchon pendant 2 ans, et particulièrement depuis 7 octobre. Hitlérisation à laquelle Mélenchon a participé consciemment, à cause de sa réaction à lui au 7 octobre. Oui, bah Macron a dit rassemblement des Républicains. Ah bah oui, mais maintenant... J'ai entendu une partie de la gauche. Ah bah oui, bah il t'a pu le pins. T'as pu le pins. Tu vois, voilà. Le videur a dit, tu rentres pas. La République, c'est le videur de boîte de nuit. Pas de basket. Voilà. Pas de basket, pas de kéfier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, et surtout, Mélenchon, pourquoi il met Bompard et Rima Hassan? Parce que c'est Bompard le père de la ligne indigéniste autour de lui. Et en réalité, Mélenchon se rend compte que c'est l'indigénisme qui fait élire une partie de ses députés. Tout simplement parce que je pense que Mélenchon, comme il a fait le deuil de sa campagne populiste, il sait que de toute façon, il ne parlera plus au peuple français. Ça l'intéresse. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était trop tard. Et Mélenchon, c'est un homme en sursis de toute façon. Au grand maximum, il a encore une présidentielle. Une. Donc il veut maximiser son potentiel et surtout, comme il sait qu'à gauche, tout le monde aiguise les couteaux pour lui, eh bien, il fait appel à sa part d'électorat la plus malléable. Donc, celle sur laquelle on peut tout retirer, puisque je rappelle que le nouveau Front Populaire a déshabillé tout le programme alternatif de la LFI. Pourquoi? Parce que droit européen oblige. En réalité, comme ils ne toucheront pas au cadre, ils peuvent faire venir de jeunes économistes. J'ai vu des mecs qui s'égosillent, Michael Zemmour, Kayla, tout le monde s'égosille. Vous savez très bien que vous ne ferez rien. Bruxelles va siffler la fin de la récré, et puis c'est tout. La seule chose que vous ferez, et que le Rassemblement national ne fera pas, c'est que vous rajouterez encore des voies migratoires. Mais Bruxelles, les voies migratoires, ils les demandent. Donc ils ne vont pas vous en empêcher, hein. Là vous collez au programme. Donc vous faites plus royaliste que le roi. Mais tout le reste, Bruxelles sifflera à la fin de la récré. Et d'ailleurs, la preuve par 9, Hollande, c'est un Delorien. Alors oui, il veut se venger de Macron, oui, d'accord, mais il va accepter d'être député. Flamby de retour député après avoir été président de la République, avec son petit placard, son petit chapeau, comme disait le général de Gaulle. Son petit placard au Palais Bourbon. Tristounet, hein. C'est pas uniquement la vengeance, c'est seulement qu'il sait très bien qu'on va rester dans le cadre. Hollande, ce cadre-là, l'a fait bouffer pendant 40 ans. Donc je veux dire, il n'est pas prêt d'y renoncer, hein.
Encore mieux. Les encouragements de loin de M. Strauss-Kahn. M. Strauss-Kahn est l'ancien spécialiste quand même de Becker, libéral dur, hein, patron du FMI. M. Strauss-Kahn est là pour la condition du peuple souffrant. Ah bah il connaît bien la condition des femmes de ménage, mais mis à part ça, voyons, tout ceci est ridicule. Comme Mélenchon doit cacher, depuis les européennes, hein, il a fait tout ce pro-palestinisme pour ça, hein, comme Mélenchon doit cacher qu'en réalité il se rend, il en rajoute sur la cause palestinienne. Vous savez pourquoi? Parce que la cause palestinienne, elle a un avantage. C'est que personne ne va jamais vous évaluer dessus. Parce qu'à la fin, les pauvres Palestiniens, on ne va pas arrêter et ramasser les copies et dire au fait, qu'est-ce que ça a fait de bien aux Palestiniens ce que vous avez fait? Rien. Mais vous en aurez parlé. Voilà, c'est tout. Le message dont part Hassan, c'est ça. Hein. Ce n'est que ça. C'est un fumigène idéologique. Et là-dessus, Mélenchon est très fort parce que faire de la mousse, il faut être honnête, c'est le meilleur. Le problème, c'est que ce n'est que de la mousse. Et ça tiendra ce que ça tiendra. Parce que le 7 juillet au soir, tous ceux qui ne sont que le macronisme de gauche vont repartir à la maison. Et à un moment ou à un autre, ça se brisera. À la première crise. Et n'importe qui... Et Michel Onfray le disait très bien d'ailleurs, il disait, je crois, on se marie pour la dot. Ouais. Une très belle phrase, c'est très vrai. Le problème, c'est que quand la dot aura été consommée, retour au statu quo ante. Car je vous rappelle que la moitié de la gauche du nouveau Front populaire a participé à l'hitlérisation de Mélenchon depuis le 7 octobre. Il y a des mots qui n'ont pas été oubliés. Il y a des réalités qui n'ont pas été oubliées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Heureusement qu'on a l'antifascisme. Alors justement, on va en parler, puisqu'on va parler du fascisme, entre guillemets. Parlons un peu du Rassemblement national. Ils ont fait 11,5 millions de voix, ce qui est énorme. Gigantesque. Alors, personne ne va faire semblant qu'on ne l'ait pas vu venir. Mais comment vous expliquez cette victoire assez écrasante malgré tout? Est-ce que c'est les macronistes qui sont pas bons? Est-ce que c'est la LFI qui sont devenus une espèce d'épouvantail? Est-ce que c'est les seuls qui paraissent finalement presque respectables ou responsables? Est-ce que, je veux dire, la question c'est plutôt, est-ce que leur victoire est due à leur force intrinsèque ou à la faiblesse de leurs adversaires? Vous me direz c'est toujours un peu des deux, mais comment vous voyez ça? Alors, premièrement, c'est toujours un peu des deux. Alors, déjà, ils ont la force du parti attrape-tout. C'est-à-dire que... alors, ils en ont la force et ils en ont potentiellement la faiblesse à terme. Parce qu'ils ont pu... On va prendre un exemple. Quand ils ont présenté leur programme, le programme du nouveau Front populaire, et ils ont tout plâtré avec des universitaires, etc., pour un programme qui ne sera jamais appliqué, de toute façon. Mais on est capable de tenir une conversation dessus. Le programme de Jordan Bardella est beaucoup plus simple, beaucoup moins détaillé certainement, mais il colle aux volontés pures de son électorat. Il n'y a aucune volonté de demander l'onction. Oui, aux spécialistes, aux spécialistes, sachants, au système. experts. Donc, alors vous me direz, est-ce par déficit de troupes ou est-ce par tactique? Je pense un peu des deux, mais surtout parce que je pense que le Rassemblement national a compris que la fonction tribunicienne qui est la sienne joue à plein. Ils sont sur la dynamique de la colère. Donc, moins ils parlent en détail, plus ils parlent de la colère en général, plus ils engrangent. Surtout que, si vous me permettez juste de terminer sur ce point, pourquoi ils apparaissent plus normaux que les autres? Pour deux raisons différentes. On va prendre que, comme je vous l'avais dit, le pire des scénarios pour la France, parce que moi, il y a que ça qui m'intéresse, c'était le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, malheureusement, on y est. Macron a fait la castorisation totale de la vie politique française. C'est-à-dire que les Français sont en train de se sauter à la gueule. Et lui, je pense que c'est ça qu'il voulait, profondément. Parce que ça, c'est son truc. Gilets jaunes, Covid, voilà.
C'est ça, rendre le pays ingouvernable. C'est faire une société de la haine. Ce qui est tout à fait normal dans une société. N'oubliez jamais que Macron, c'est le Tony Blair français en pire. Alors l'un des points d'un tournant néolibéral sociétal, c'est la guerre civile froide généralisée. Nous y arrivons. Mais pourquoi là-dedans le Front National apparaît normal? Parce que vous avez 3 blocs. Vous avez un bloc qui ne parle qu'à lui-même, qui est maintenant la gauche, ou si vous n'avez pas fait secte, deuxième langue, vous ne bitez pas un mot de ce qui se passe en interne. Vous voyez? C'est de l'inclusivisme exclusif. Voilà. C'est des histoires qui ne regardent qu'eux, qui n'intéressent qu'eux. Et comme ça fait depuis les années 70 que ça dure, aujourd'hui, la position surplombante de la gauche morale, le peuple en a plus rien à foutre. En réalité, vous savez, j'avais fait remarquer ça à une des revues macronistes, ça s'appelle, je crois, Le Grand Continent, etc. On dit qu'il disait oui, Poutine, encore Poutine, toujours Poutine. Poutine a fait les votes de je ne sais plus quelle élection, c'était les européennes. Je m'étais juste permis de lui répondre, est-ce que vous croyez qu'on a besoin de Poutine pour plus pouvoir vous sentir? Plus personne ne peut vous sentir. C'est ça le problème. Or, et ça, c'est lié à vous. C'est pas lié au Le Pen, c'est pas lié au Rassemblement National. Plus personne ne peut vous sentir. Parce que ça fait depuis les années 70 que vous avez tout trahi, vous jugez tout le monde, vous insultez tout le monde, et que vous pensez en plus que le monde entier vit sous votre regard. Oui, parce qu'il y avait quand même eu encore tout un battage avec les artistes, les influenceurs, oui, les évidemment. Évidemment. Alors que si on voit sociologiquement qui vote pour ces gens-là, en réalité, la société française, elle est clivée en deux d'un point de vue social. Elle est clivée entre les salariés protégés de la haute fonction publique et des grands groupes privés, qui sont des nomenclaturas, et qui vivent de quoi? Des aides déguisées de l'État aux grandes boîtes et du dépeçage de l'État. Et de l'autre, vous avez la petite fonction publique qui, elle, voit de plus en plus ses conditions s'effondrer. Médecins, profs, flics. Et de l'autre, les salariés du privé qui, eux, sont à l'image du privé, s'effondrent. Particulièrement le petit entrepreneuriat. Or, le problème, c'est qu'est-ce qui empêche eux, c'est le monde du contrat face au monde qui est à la fois un contrat et un statut. D'accord? Et qu'est-ce qui empêche la réconciliation en bas? C'est tout simplement que vous avez une part de la haute fonction publique, comme elle est très diplômée, elle, par effet de cliquet, elle pense qu'elle doit singer les habitudes des suceurs de subventions. Haute fonction publique, artistes suceurs de subventions, enfin, vous voyez, tous ces gens qui en réalité sont des salariés protégés. Avec la préférence nationale. Et grâce à la préférence nationale, parce qu'ils la combattent ailleurs, mais eux en vivent. Or, le problème, c'est que ce clivage-là, c'est le clivage social de la société française. Et c'est celui qui est en train d'exploser sous nos yeux, parce que quel est le cri unanime de la gauche culturelle? Pas touche à mes subventions. C'est aussi simple que ça, là, vous avez c'est pour ça qu'on a fait venir le banc et l'arrière-banc. Pas touche au Grisby. Mais ça marche pas. Enfin, ça marche plus. Bah, évidemment que ça marche plus. Tout simplement parce que ceux qui font tourner le pays et qui maintenant s'en rendent compte, est-ce qu'on se rend compte qu'en termes de pyramide sociale, les gens qu'on est en train d'insulter parce qu'ils ont voté RN, c'était les salariés indispensables du Covid pour beaucoup d'entre eux. En tranche de revenus, c'est très net. Hein. D'accord? Les caissières, tous ces gens-là. Vous voyez, les infirmières, tous ces gens-là. Une partie d'entre eux, pas tous évidemment, mais une partie d'entre eux sont l'électorat du Rassemblement National. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes que vous voyez aux Gémonies maintenant, mais que vous applaudissiez à vos fenêtres après les avoir laissés crever pendant 20 ans.
réalité, vous voyez, vous avez cette gauche-là qui se raconte des histoires et qui, là, est en train de se peinturlurer en antifascisme, alors qu'elle va aller à quatre pattes soutenir le grand gouvernement central, qui est la machine à détruire les peuples, donc qui est le fascisme réellement actant. Hein. Enfin, c'est pas le fascisme historique. Mais si vous voulez voir quelque chose qui... Je vais prendre la vision que ces gens-là ont historiquement du fascisme. Pour eux, le fascisme, c'est des aventuriers au service... Des aventuriers, des voyous au service du grand capital. On est d'accord ? Pour eux, c'est ça. Oui, c'est donc l'extrême centre. C'est Thiers, c'est Pétain, c'est... Ok, d'accord. Oui, donc c'est Macron. Ah bah oui. Un aventurier entouré de voyous qui a été désigné par un pacte de corruption de la très haute bourgeoisie. Oui, Macron donc. On est d'accord. Ah bah oui. Ah bah, on est antifasciste, on ne l'est pas. Le problème, c'est que là, c'est leur définition à eux du fascisme. Hein. C'est pas une définition, c'est pas Renzo De Felice, c'est pas une définition historique du fascisme. C'est une définition sociologique. Alors le problème, c'est que malheureusement, ils vont aller à quatre pattes derrière le fascisme au nom de l'antifascisme. C'est pas grave. Mais il faut quand même l'assumer. Vous voyez le problème ? C'est qu'ils se peinturlurent comme en 1936, alors que profondément, ils vont aller derrière l'homme dont l'un des projets idéologiques est la destruction du programme du CNR. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'archétype de Renaissance. Renaissance, c'est encore mieux idéologiquement, c'est-à-dire que vous n'avez que des fondés de pouvoir de la bourgeoisie qui annonnent le vocabulaire de base du valsisme. République, laïcité, laïcité, république. Ah, c'est sûr qu'après avoir hitlérisé Mélenchon pendant tant de temps, aller lui demander son appui et lui le donner, ça va être folklorique. Mais là aussi, ce n'est qu'une défense de position acquise. Ni plus, ni moins. Parce que là, c'est c'est le micro-système au sens de la microéconomie, vous voyez. C'est le micro-système qui se défend. Le macro-système n'a pas peur du Rassemblement national. Le macro-système n'a pas peur du Rassemblement national. C'est un système cohérent avec lui-même. Si vous l'acceptez totalement. Grande rente, libre-échange, circulation migratoire. Moi, j'estime que ce qui compte, c'est la cause dans sa totalité. Donc il faut des hommes à l'extérieur, il faut des hommes à l'intérieur. Il fait un mal parti, pourquoi ? Parce que, comme sa ligne n'a pas pu peser dans la campagne, il doit assumer face à la France périphérique le discours de Mélenchon, qui est un discours d'épouvantail. C'est ça qui est en train de le tuer, un Ruffin. Particulièrement en France, on n'est jamais mort en politique. Après, si le Rassemblement national gagne son pari, alors oui, Reconquête devient inutile. Il ne faut pas oublier une chose. Gagner l'élection est une chose, sauver le pays en est une autre.